André Morla m'a dit qu'il avait très faim et que voilà, il voulait assister jusqu'à la fin du conseil. Tout ça a été enregistré, André. Ça pourra être mis dans le journal local. Bonsoir à tout le monde et bienvenue pour ce conseil municipal estival. Et le prochain étant au mois de septembre. Donc je demande à Madame Biel si elle veut bien réaliser l'appel. Merci. Bonsoir à tous. Bayon de Noyer Yves. Présent. Biel Marie-Hélène présente. Bresson Laurent. Présent. Mérigot Hélène. Mathieu Stéphane. Présent. Gomez Eliane, représenté par Monsieur Gomez. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Présent. Fortuné Françoise, représentée par Françoise Lecomte. Ah, elle n'est pas là. Nicolas Jacques. Présent. Blanès Thierry. Présent. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal, représentée par Marie-Hélène Biel. Lecomte Florence, elle va arriver. Gomez Lionel. Androujeski Reynaud Florence, représentée par Jacques Nicolas. Oui, Jacques. Oui. D'accord. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Elle arrive, non, me semble. Christiane. Ah, c'est Christiane. Alors, Christiane, elle est là, présente. D'accord. Bouillin Marine. Ripoll Bruno, représentée par Véronique Agoguet-Fernaillon. Agoguet-Fernaillon Véronique. Et elle, Amlili Neza. Elle va arriver. D'accord. Bon, on attend pas. Très bien. Donc, nous pouvons démarrer. Le premier point traite du compte-rendu de la séance du dernier conseil municipal du 27 juin dernier. Avez-vous des commentaires, des modifications? Non. Donc, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 2 abstentions. Donc, approuvé à la majorité. Merci bien. Communication des décisions du maire qui sont au nombre de 12 environ. Avez-vous des questions sur ces décisions du maire? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Alors, concernant la décision 73, comment se fait-il que vous ayez un coût supplémentaire de 3 900 francs rajouté pour la dorure du fanion et la dorure des minutes? Voilà. Je voulais savoir, est-ce que ça ne pouvait pas être négocié dans le cadre des marchés et pourquoi ça a été rajouté après? D'accord. C'est des euros, hein, mais c'est pas des francs. J'ai dit francs. Oui, mais bon, mais chacun vit avec sa génération, Véronique. Hein, bon. Merci de rappeler à quel âge je peux avoir. Non, moi, je suis aux anciens francs, moi, vous voyez. Donc, Jacques Nicolas a la réponse à cette question pointue. Micro. Simplement parce que c'est une option qu'on n'avait pas retenue au début. Et au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on a constaté que c'était vraiment une bonne chose à faire. On a quand même discuté les prix et on a obtenu ces prix-là pour la mise en place de ces... Donc, on l'avait dans une première étape retiré et on l'a rajouté. C'est nécessaire. Ça améliorera assez considérablement l'ouvrage, oui. En particulier la partie des aiguilles et puis en plus on a discuté avec les artisans qui le font, quoi. Il y a des habitudes qu'on ne connaissait pas et qui correspondent à des époques. Ils auraient pu vous le dire avant. Oui, sauf qu'avant on n'avait pas d'artisans. Oui, je vous en prie. Deuxième question. Alors sur la 75, c'est quoi la mission d'assistance au remplacement du CDGC GFPT? Oui, alors le centre de gestion qui gère globalement l'ensemble des agents territoriaux du département a mis au point un service, entre guillemets, type intérim. Donc ça veut dire que si on avait un remplacement à effectuer pour une mission courte durée,
on pourrait leur demander d'intervenir. Et pour ça, bien, il faut adhérer à ce service, puisque le centre de gestion vit de ce que les communes peuvent leur verser, et voilà pourquoi on y a adhéré en prévision d'éventuels remplacements. Voilà. Non, mais vous avez le droit, il n'y a pas de problème, je vous en prie. Sur la décision 76, est-ce que c'est les mêmes prestataires que les années passées? Je n'ai pas vérifié, mais... Oui, c'est exactement les mêmes. Et je peux vous dire, pour les personnes qui ont participé, il y a une très très grande satisfaction. Le nombre de personnes à la première séance a dépassé 70. Et quelqu'un qui m'a dit « j'y suis allé traîné par ma femme, je n'avais pas envie d'y aller », il m'a dit « je suis reparti emballé, j'ai découvert des quartiers du Thor que je ne connaissais pas ». Voilà. Mais il y a d'autres séances. Donc ils se sont améliorés, je dirais, par rapport aux années précédentes. Voilà. Donc j'encourage tous ceux qui sont intéressés à participer à ces séances. Oui, je t'en prie, Marie. Je rajoute aussi que c'est la même troupe qui va donner un spectacle pour les enfants à Noël. On les a retenus pour toutes les écoles du Thor. Très bien, donc nous attaquons le conseil proprement dit. Donc le premier rapport traite du budget assainissement, qui est une convention pour la prise en charge des admissions en non-valeur des titres émis par la commune avant le 1er janvier. Donc je laisse Patrick expliquer ce dossier, je dirais un peu à rebondissement, mais Patrick, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc il s'agit de l'assainissement et d'une mesure, d'une délibération de rectification par rapport à ce qui a été délibéré le 13 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2016, la communauté de communes des Pays de Sorgue-Mont-de-Vaucluse est compétente au titre de l'assainissement. Ça, on le sait, c'est l'historique. Différentes délibérations sont intervenues, tant auprès des communes que de l'intercommunalité, pour acter les mises à disposition des biens et des subventions, le transfert des prêts, le transfert des résultats, ainsi que le transfert des comptes de la classe 4. Et c'est là-dessus que porte la clarification, la régularisation. Les comptes de la classe 4 sont les comptes de créances. Or, il peut arriver que depuis le transfert, un certain nombre de ces créances apparaissent comme irrécouvrables. Et la délibération qui avait été prise au mois de décembre 2016, portant sur le transfert des comptes de classe 4, ainsi que celle prise par les autres communes et l'intercommunalité, il a été découvert par la trésorerie a posteriori que ces transferts de comptes de classe 4 ne sont pas prévus par la réglementation. Donc il faut revenir sur cette décision et faire en sorte que, si on découvre une créance irrécouvrable, on met en place un mécanisme qui permet au conseil municipal de reconnaître cette créance comme irrécouvrable et ensuite de transférer la créance, enfin la somme en question à la communauté de communes, puisque la communauté de communes a bénéficié de tous les résultats, de tout le transfert de l'actif et du passif de la commune. Donc le transfert des comptes de la classe 4 n'étant pas prévu par la réglementation, nous sommes obligés de revenir sur la décision du 13 décembre 2016 et nous sommes obligés de signer une convention avec la communauté de communes, puisqu'il semble cohérent que ce soit cette dernière qui supporte la charge des non-valeurs. Pour cela, il convient de passer une convention qui est jointe à la délibération, qui autorisera le remboursement de la communauté de communes à la commune et qui aura supporté l'admission en non-valeur. Donc, dans un premier temps, la commune supporte l'admission en non-valeur et ensuite se fait rembourser, grâce à cette convention, par la communauté de communes. Alors, il se trouve que le texte de la convention a été rédigé par la communauté de communes et la communauté de communes l'a déjà signé lors de la séance du 26 juin 2017. Donc, maintenant, c'est aux communes de se mettre en accord avec cette convention et de la signer, d'accepter le principe. Et donc, c'est le cas du Thor pour ce soir. Et peut-être les 4 autres communes de la communauté de communes le feront ou l'ont fait dans les prochains jours ou dans les jours précédents. Voilà. Merci bien. Bon, pour être précis, en réalité, la trésorerie avait donné cette première position et c'est la préfecture qui l'a retoquée, demandant à ce qu'il y ait des redélibérations pour arriver au même résultat, exactement le même. Donc, vous touchez du doigt tous la perte de temps administrative qui vraiment ne sert à rien, à personne, et ça augmente la charge de personne, mais voilà, ça fait plaisir à celui qui... Bon. Avez-vous des questions ? Très bien.
Donc, je vous propose de délibérer pour rapporter la délibération numéro 1622 du 13 décembre 2016, comme l'a expliqué Patrick, d'approuver la convention entre la communauté de communes et la commune du Thor, qui est jointe à la délibération, et bien préciser que la recette sera imputée à l'article 7788, produits exceptionnels divers, du budget principal, et de m'autoriser à signer toutes les pièces jointes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Approuvées à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, commentée par Christian Royer, qui est une autorisation à donner au maire pour déposer une déclaration préalable de travaux pour l'aménagement du service hygiène dans les anciens locaux de la cuisine centrale. Christian, tu as la parole. Merci. Bonsoir. L'ancienne cuisine centrale est située au nord-ouest de l'école élémentaire La Passerelle, sur la parcelle cadastrée, section AC 548, dont la commune est propriétaire. La commune et l'EHPAD Les Cigales ont formé un GIP pour regrouper leurs services respectifs de cuisine. Afin de libérer les bureaux de la nouvelle cuisine centrale pour les consacrer intégralement au GIP, les bureaux du directeur de la vie scolaire et du chef du service hygiène et maintenance seront relocalisés. Le service scolaire partagé entre l'hôtel de ville et la cuisine centrale sera regroupé dans l'ancienne banque Chex, place du marché, au-dessus de la future poste. Les travaux seront engagés cette année. Dès lors, il convient de relocaliser le service hygiène et maintenance et développer la structure de ce service avec l'arrivée depuis quelque temps d'une adjointe au chef de service et renforcer la capacité de stockage des produits ménagers et apéritifs nécessaires à l'activité de ce service. À cet effet, il sera créé un local réserve sur le site directement accessible depuis le cours Gambetta. Sur le plan spatial, la relocalisation de ce service à l'école La Passerelle permettra de renforcer la centralité sur l'ensemble scolaire Garance-Passerelle qui comporte le plus d'agents. La proximité de l'hôtel de ville permettra également de faciliter les échanges, chefs de service et maintenance, élus et directeurs. Le service hygiène et maintenance sera installé dans les locaux de l'ancienne cuisine centrale et notamment les secteurs fourneaux, cuisson, déboîtage, lavage, chambre froide et sèche. Ceux-ci seront réaménagés dans le but de la création d'une réserve et de 2 bureaux. Le bureau du chef de service, ce bureau sera aménagé dans l'ancienne chambre froide. Une ouverture sera réalisée sur le mur nord du futur bureau. Cette ouverture sera équipée d'un châssis ouvrant et d'un volet. Le bureau de adjointe au chef de service, ce bureau sera aménagé dans l'ancienne réserve sèche. La porte formant volet sera remplacée par une porte vitrée équipée d'un volet. La réserve matérielle est divers. La réserve matérielle sera aménagée dans l'ancienne partie nord de l'ancienne cuisine centrale. Un percement sera réalisé dans le mur nord au niveau d'une fenêtre actuelle afin de créer un accès de livraison. Cette ouverture sera équipée d'une porte blindée isolante. La réserve sera isolée de l'office actuel de l'école La Passerelle. Des portes de liaison seront créées entre la réserve, l'office et le bureau du chef de service. La réserve sera considérée comme un local à risque moyen qui devra être isolé des autres pièces en conséquence. Les modifications d'ouverture qui seront opérées sur le bâtiment nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, ce bâtiment étant accolé à l'école La Passerelle, établissement recevant du public, il conviendra également de déposer une autorisation de travaux au titre du Code de la construction et de l'habitation concernant les règles de sécurité et d'accessibilité. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et déposer ces demandes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Oui, merci bien Christian. Avez-vous des questions sur ce point, sur ces travaux? Donc, je vous propose de délibérer, donc de décider d'autoriser le maire du Thor à signer et déposer une déclaration préalable et une autorisation de travaux pour l'aménagement du service hygiène et maintenance dans les locaux et réserves de l'ancienne cuisine centrale située sur la parcelle cadastrée AC numéro 548. L'exposé des motifs étant très détaillé, je pense que notre décision peut être complète. Voilà. Avez-vous donc je le soumets, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Le dossier suivant qui devait être présenté par Florence, mais qui est absente, donc c'est Christian.
C'est une autorisation pour signer et déposer une déclaration préalable pour la rénovation des remparts à l'est du beffroi. Merci Christian. La commune a entrepris la réhabilitation du beffroi, immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Ce monument emblématique situé à l'entrée sud du centre historique est bordé côté ouest par un bâtiment appartenant à la commune. Celui-ci fera l'objet d'un ravalement de façade en harmonie avec le beffroi à l'occasion de l'aménagement de l'Office de tourisme intercommunal. Afin d'améliorer la perspective d'entrée de ville de part et d'autre du beffroi, il convient également de traiter la partie des remparts située à l'est du beffroi en harmonie avec celui-ci et le futur Office du tourisme. Pour ce faire, des négociations sont en cours par la commune afin de devenir propriétaire de cette partie de rempart et ainsi pouvoir intervenir sur sa rénovation. La partie du rempart située à l'est du beffroi n'est pas inventoriée dans la liste des monuments historiques. La réalisation d'un enduit pour le rénover nécessite le dépôt d'une déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet, je vous en prie. Oui, alors, n'est-ce pas mettre un peu la charrue avant les bœufs que de déposer une DP avant d'être propriétaire? Qui est l'actuel propriétaire? Est-ce que c'est la Maison de la Presse? Est-il d'accord pour vendre? Cela donne l'impression que la rénovation du beffroi entraîne des frais annexes, comme la rénovation des abords qui n'étaient pas prévus et qui sont nécessaires quand même pour mettre en valeur la rénovation du beffroi. Donc, quel est le coût de l'achat? Quel est le coût de la rénovation de la façade? Comment sera organisée l'activité de la Maison de la Presse? Est-ce qu'il y aura un bail commercial pour ce bâtiment? C'est bien la Maison de la Presse? Vous me regardez tous sceptiques. Non, c'est bien. Voilà. Je vais me permettre de répondre à votre question complètement, madame. Est-ce qu'il y aura donc un bail commercial? Est-ce que c'est possible de faire un bail avec une personne publique? Et quelle est l'organisation avec le logement à l'étage? Et enfin, qui réalise les plans de l'ADP et quel est le coût de cette prestation? Voilà. Non. Alors, cette façade est la propriété de 3 personnes. Il n'y a pas uniquement la Maison de la Presse, il y a 2 autres propriétaires. Lorsque nous les avons rencontrés pour les encourager, puisqu'on ne peut pas les obliger, les encourager à rénover cette façade, puisque elle est déjà pas belle, elle a été très très mal rénovée dans le passé, et donc une fois le beffroi mis après sa restauration, ça augmenterait ce contraste. Et bon, eh bien aucun de ces propriétaires n'a applaudi, malgré la possibilité de leur verser une subvention, comme c'est prévu par notre conseil municipal, qui serait multipliée par 3, etc. Et donc, l'idée nous est venue de leur dire, écoutez, cédez-nous le mur gracieusement. Et donc, c'est la négociation que nous avons menée et qui est en train d'aboutir, qui a abouti, on peut dire, hein, qui n'est pas passé encore devant le notaire, mais qui a abouti. Donc, il nous céderait la moitié de le mur sur le refend, et par, je dirais, un expert géomètre, les obligations réciproques seraient couchées dans l'acte notarié, qui concernerait les fenêtres, toutes les ouvertures, etc. Donc, bien évidemment, ça n'intervient pas du tout par rapport à la gestion de la Maison de la Presse, hein, comme il n'y a aucune... Moyennant quoi, ça nous permet ensuite de faire cette rénovation, de la faire comme nous le souhaitons et dans les règles de l'art, conformément à la rénovation du beffroi. Et la charge, le coût ne serait pas aussi important, puisque d'un côté, il aurait fallu verser 3 fois la subvention, alors que là, on ne verse pas de subvention, mais on mène les travaux en extension du chantier du beffroi. Voilà, donc je trouve que l'idée, qui ne vient pas de moi, a été très, très astucieuse, originale, économe pour la commune, et permettra un embellissement conforme à ce que nous souhaitons. Voilà, et les 3 propriétaires sont d'accord. Je ne vois pas comment ils ne le seraient pas d'ailleurs. Oui, à titre gratuit donc. Ah oui, peut-être l'euro symbolique, puisque je pense que juridiquement il faut qu'il y ait un euro symbolique, mais qui n'est jamais versé, hein, puisqu'il est symbolique. Donc c'est titre gratuit, oui. Voilà. Ça répond à votre question, oui. Donc,
je vous propose de délibérer et d'autoriser le maire à signer et déposer une déclaration préalable pour rénover les remparts situés à l'est du beffroi. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Christian, je te laisse la parole pour un dossier très ancien qui concerne l'aménagement du carrefour giratoire à l'intersection de l'avenue de la Libération, de la route de l'Île-sur-Sorgue et du chemin de Rédé, avec une acquisition de terrain complémentaire. Mais c'est des choses qui datent de peut-être 15 ans. 2008, 2006. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Dans le cadre des travaux de voirie de la traversée de la zone agglomérée, la commune a aménagé en 2006 un carrefour giratoire à l'intersection de l'avenue de la Libération, de la route de l'Île-sur-la-Sorgue et du chemin de Rédé. À cet effet, il a été nécessaire d'acquérir des terrains de part et d'autre du rond-point. 2 propriétaires ont été concernés par cette opération, la SCI Saint-Georges, représentée par M. Claude Schaeffer pour la partie sud, et M. Christian Rivolier pour la partie nord. Ces derniers ont accepté de céder les surfaces nécessaires à l'euro symbolique. Dans sa séance du 17 novembre 2005, le conseil municipal a accepté l'acquisition des parcelles suivantes. Section AE 407, lieu-dit Saint-Sébastien, représentant une surface de 246 m² appartenant à l'SCI Saint-Georges. Section AH 694, lieu-dit Saint-Joseph, représentant une surface de 451 m² appartenant à M. Christian Rivolier. La délibération stipulait également qu'il serait nécessaire d'acquérir une surface supplémentaire pour améliorer l'aménagement du secteur. Pour ce faire, il s'avère que la propriété de M. Rivolier a fait l'objet d'un redécoupage suite aux négociations pour l'acquisition de ce terrain supplémentaire. Un document d'arpentage référencé 2271C a été établi par le cabinet du géomètre Gondouin-Cavaillon. Ce document fait état des parcelles cadastrées section AH 698, représentant une surface de 734 m² et AH 699, représentant une superficie de 299 m², soit une superficie de 1033 m² à céder à la commune. Ce document annule et remplace le précédent découpage qui avait fait l'objet de la délibération précitée. Il apparaît qu'aucune délibération n'a été prise pour compléter celle du 17 novembre 2005 et la cession à la commune n'a jamais été réalisée officiellement. Pour régulariser cette situation, il a été demandé à l'étude de maître Célia Magnan, notaire au tort, de préparer les actes de vente de ces terrains. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agouguet. Je suis désolée, je suis toute seule. Donc, Ben oui. Mais on vous supporte, il n'y a pas de problème. C'est gentil, merci. Juste concernant la part de terrain supplémentaire à acquérir, c'est également pour l'euro symbolique sur la propriété de M. Rivolier, hein? Oui, bien sûr. Ok. Rien n'est fait actuellement. Donc c'est toujours un euro symbolique, mais qui ne se donne pas pour chacun des propriétaires. Bon. Donc c'est en quelque sorte une régularisation que nous allons réaliser. Donc je vous propose de délibérer, de décider d'acquérir pour 1 euro symbolique les parcelles cadastrées section AH numéro 698, lieu dit Saint-Joseph, représentant une superficie de 734 m², et AH 699, lieu dit Saint-Joseph, représentant une superficie de 299 m² appartenant à M. Christian Rivolier, domicilié 102, chemin de Rédé au Thor. Confirme l'acquisition dans les mêmes conditions de la parcelle cadastrée section AE 407, lieu dit Saint-Sébastien, représentant une superficie de 246 m², appartenant à la SCI Saint-Georges, représentée par M. Claude Schaeffer. Dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition, charge l'étude de maître Célia Magnan, notaire au tort, de préparer les actes et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite de la sectorisation scolaire ou carte scolaire avec une définition du périmètre
ainsi que les modalités d'inscription. Madame Biel, vous avez la parole. Conformément aux lois de décentralisation et au Code de l'éducation, les communes ont la responsabilité des compétences liées aux écoles du cycle primaire. Construction, entretien, fonctionnement, mais aussi inscription des élèves, suivant le ressort de chaque école située sur le territoire de la commune. La loi 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et aux responsabilités locales, indique qu'il incombe désormais au conseil municipal, et non plus au maire, de déterminer la sectorisation des écoles publiques dans une commune. Pour garantir une scolarisation équitable et la plus respectueuse de la proximité du lieu d'habitation des enfants, la ville du Thor a toujours utilisé une sectorisation historique tenant compte de l'implantation des écoles sur la commune. La ville du Thor compte 5 établissements scolaires répartis sur 4 secteurs. Elle a accueilli 304 élèves en maternelle et 570 en élémentaire pour l'année scolaire 2016-2017. La municipalité réaffirme son choix d'une sectorisation scolaire garantissant l'accès de tous les enfants à l'école, basée sur une égalité du territoire et une mixité sociale. Ce principe s'oppose à la mise en concurrence des écoles entre elles et donc à la sélection des enfants dans l'accès aux établissements scolaires qui seraient les plus demandés dans le cadre de dérogations. Cette sectorisation s'appuie sur l'implantation géographique des écoles, mais aussi sur leur capacité d'accueil en nombre de classes et d'élèves, afin de garantir une égalité tant sociale que pédagogique dans l'accès de tous les enfants à l'école publique. La ville conserve de plus un secteur dit zone tampon qui lui permet d'équilibrer les effectifs entre les différentes écoles. Bon, j'ai perdu, excusez-moi. Non, mais ça va aller, je vais me retrouver. Alors, je suis des différentes écoles et tenter ainsi d'éviter d'éventuelles fermetures de classes. Les enfants dépendants de cette zone sont répartis sur les différentes écoles en fonction des besoins d'effectifs par une commission d'attribution se réunissant chaque année. Cette commission comprend les directeurs d'établissement et les responsables municipaux de la vie scolaire. L'élu aux affaires scolaires, le directeur de la vie scolaire et la responsable des affaires scolaires. La ville se réserve aussi le droit de modifier ultérieurement les différents secteurs afin de rester en adéquation avec le développement urbain futur de l'agglomération thauroise. Lorsque la sectorisation des écoles publiques a été déterminée conformément aux dispositions de l'article L212-7 du Code de l'éducation, les familles doivent s'y conformer. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette sectorisation et sur les modalités des inscriptions scolaires. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Alors, par cette délibération, vous avez souhaité inscrire dans le marbre l'accès aux écoles en fonction du lieu d'habitation afin de garantir l'égalité du territoire et une mixité sociale, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque la zone tampon déroge à ce principe. Mais rappelons tout de même que nous sommes une petite commune et pas une ZUP de banlieue, aussi faut-il raison garder et peut-être ne pas agiter trop fort le chiffon rouge. J'aimerais ici souligner le travail des enseignants dont la qualité ne connaît pas de secteur et je tiens à leur exprimer ma gratitude pour leur investissement personnel auprès de nos jeunes administrés, mais aussi mon profond désespoir de constater qu'ils aient pu être l'objet de défiance à l'occasion des mutations d'enfants demandées. Quelle que soit la manière dont ont été abordées ces demandes de mutation auprès des parents, et je pense que vous auriez pu peut-être un peu mieux leur vendre l'affaire, comme par exemple l'opportunité d'un effectif plus réduit, donc de meilleures conditions d'accueil des enfants. Je voudrais que vous puissiez nous faire le bilan de ces mutations. Est-ce qu'elles ont pu aboutir? Est-ce que les parents ne se sont pas retournés vers les établissements privés à défaut de consensus? Et au final, est-ce que le poste dans l'école du centre a pu être maintenu puisque tel était l'objet, l'enjeu des mutations demandées? Alors, bon, c'est pas des mutations, bon, si vous voyez, parce que le langage est quand même important. Les enfants sont affectés à une école de par leur résidence. Donc c'est ce qu'on appelle la sectorisation. Aujourd'hui, il existe une carte historique qui est en fonctionnement depuis des années, et c'est cette carte historique qui s'applique. Lorsque les parents ne veulent pas que leurs enfants aillent dans l'école d'affectation du secteur, pour X raisons,
qui peut être valable, bien évidemment, il demande une dérogation. Donc il sollicite une dérogation qui est soumise à la commission. Cette dérogation est analysée au regard du justificatif de la demande, mais aussi au regard de ce qui se passe dans l'école. Si l'école dans laquelle ils veulent affecter leur enfant est déjà en sur-effectif, il est impossible d'accepter cette dérogation, puisqu'on donne priorité aux enfants qui résident dans le secteur. Et donc, c'était le cas. Et deuxièmement, ces parents-là résidaient dans un secteur qui était d'office affecté à la passerelle. Et il se trouve qu'à l'école de la passerelle, le CP, puisqu'il s'agissait du CP, était en sous-effectif, arrivé à 19. Et donc, si on maintenait toutes les dérogations, on aurait eu une école de la Calade avec un CP à 35 et une école de la passerelle avec un CP à 19. D'où aberration. On aurait eu les 35 parents de la Calade qui auraient rouspété en disant « vous mettez mes enfants dans des conditions pas logiques d'enseignement et on mettait en position de risque l'existence du CP sur la passerelle, puisque là, l'académie a des ratios et l'année suivante, je leur ai dit, attendez, on ferme ce CP, mettez-les ailleurs, etc. Donc voilà les raisons. Donc il se trouve que parmi les 4 personnes qui ont demandé ces dérogations, une a déménagé et s'est retrouvée dans le secteur de la Calade, donc son enfant a pu être affecté à la Calade. Une autre a accepté de faire la rentrée à la passerelle, qui est une très bonne école. C'est une très bonne école, comme les autres. Bon. Et les 2 autres, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur leur inscription ou non-inscription. Donc voilà. Donc très sincèrement, quand vous dites vous auriez pu les recevoir, attendez, vous savez Véronique, il faut d'abord s'informer des dossiers avant de dire tiens mal agi, etc. Bon, je pense très sincèrement qu'on a bien agi, qu'on a ouvert nos portes, qu'on a proposé de les rencontrer, qu'on a dialogué, mais devant l'impossible, même la meilleure des bonnes volontés, nul n'est tenu. Voilà. En fait, vous voulez me dire que ces gens ont demandé des dérogations pour leur entrée en maternelle dès le départ et qu'ensuite vous les avez réaffectés dans leur secteur, là où ils devaient être. Alors que l'histoire, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils étaient en zone tampon, donc on les a mis dans certains endroits. Ils n'ont pas demandé dérogation à l'origine en maternelle. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Ils ont demandé des dérogations qu'ils ont obtenues pour la maternelle, mais cette dérogation, elle n'est valable que pour la maternelle. Et quand la fin de la maternelle est arrivée, ils doivent redemander une dérogation pour rentrer dans l'école élémentaire. Voilà. Ils ne le savaient pas. Je le conçois, ils ne le savaient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va améliorer l'information, puisqu'historiquement, ça n'a pas été fait, à savoir que quand on leur donne une dérogation, on leur fait signer comme quoi c'est une dérogation valable pour une période et qu'ils seront amenés à la renouveler. Voilà. Alors, de façon à ce que les choses soient bien clarifiées et que cette carte qui est historique soit connue, je dirais, du public et révélée au public, nous la faisons entériner aujourd'hui en conseil municipal de façon à ce que les choses soient claires. S'il faut la modifier dans le futur parce qu'il y aura des modifications de population, ça repassera en conseil municipal. La question quand même qui est essentielle, c'est est-ce que la classe de l'école du centre a pu être maintenue, puisque c'était vraiment le but, hein, ça je le conçois. Hein, voilà. Il y avait 2 objectifs, c'était de ne pas surcharger celle de la Calade, et ça l'objectif est tenu, et de pouvoir maintenir celle de la passerelle, et l'objectif est tenu. Il y a eu des inscriptions qui sont arrivées. Il y a des familles qui s'installent, donc on est largement sans problème à la passerelle maintenant. Voilà. Voilà, donc je vous propose d'adopter la délibération suivante, de décider de la sectorisation scolaire conformément à la carte qui est jointe en annexe de la présente délibération, avec 4 secteurs. Un premier dit secteur La Calade, un deuxième secteur Les Jardins, un 3e secteur centre. Tous les enfants de ce secteur sont affectés à l'école maternelle de la Garance et l'école élémentaire de la Passerelle. Mais il y a une exception pour les résidences Ciel de Provence et Mas des Seringas,
compte tenu de leur implantation, proximité du centre-ville et de leur densité de population, et bien que situées sur le secteur 2, elles seront rattachées au secteur 3. Secteur 4, zone dit tampon, c'est toutes les zones qui sont situées en dehors de ces 3 premiers secteurs. Donc pour les enfants taurois situés dans cette zone, leur école d'affectation sera déterminée par la commission annuelle de répartition en fonction des effectifs des différentes écoles pour assurer un enseignement et une pédagogie équitable pour tous et éviter d'éventuelles fermetures de classes. Un enfant étant affecté bien évidemment dans une classe en CP, il va jusqu'au bout. On ne va pas le faire changer en cours de scolarité. Les limites de zone sont déterminées par rapport à la numérotation des voies, numéros pairs et impairs, le ressort des écoles étant défini en fonction de la proximité. Des modifications de sectorisation scolaire feront l'objet d'une discussion en commission communale vie scolaire. Toute modification de la sectorisation sera décidée et approuvée par délibération du conseil municipal. Donc les modalités d'inscription, c'est là qu'on précise les points. Lors de la première inscription sur le territoire de la commune, chaque famille doit fournir les justificatifs nécessaires à l'inscription de son enfant, justificatif de domicile, livret de famille ou acte de naissance. L'enfant est ensuite inscrit dans son école de secteur. En cas de changement d'adresse ou d'hébergement chez un tiers susceptible d'entraîner un changement d'école, une attestation d'hébergement, un avis d'imposition ou, le cas échéant, une attestation stipulant le changement d'adresse rédigée par un représentant d'une instance ou d'un organe représentant la famille doit être fournie. Les dérogations. Toute demande de dérogation doit être adressée au maire. Elle doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son étude. Après avis de la commission de dérogation sur une demande, celle-ci est le cas échéant, accordée par Monsieur le maire sous réserve de places disponibles dans l'établissement demandé. En cas de refus d'accorder la dérogation, une réponse motivée est adressée à la famille dans les jours suivant la décision de la commission. Les dérogations accordées sont limitées dans le temps. Les parents devront à cet effet signer une attestation leur signifiant la durée de la dérogation. Pour le cycle maternel, petite, moyenne et grande section de maternelle, et pour le cycle 2, cycle 3, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 en élémentaire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Concernant les demandes de maintien dans l'école, suite à un déménagement ou une modification de la sectorisation scolaire, la demande de dérogation doit être faite dans le cadre des dérogations telles que définies à l'article 4A. Voilà, globalement, cette prise en compte par le conseil municipal de cette carte scolaire historique. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci bien, adopté à l'unanimité. Nous sommes toujours dans l'activité scolaire avec la modification de l'organisation du temps scolaire et des TAP. Marie-Hélène Biel, vous avez la parole. Alors, par décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017, le ministre de l'Éducation nationale autorise à déroger à l'organisation de la semaine scolaire de 4 jours et demi. Il permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire, ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours, sans modifier le temps scolaire sur l'année ou sur la semaine. Une enquête, fin juin, a été réalisée auprès des parents d'élèves taurois sur le retour ou non à la semaine de 4 jours. Il ressort de cette étude que 88,45% ont répondu favorablement au retour à une semaine d'enseignement de 4 jours. Ce pourcentage représentant 70,14% des enfants inscrits dans les écoles tauroises. Un conseil d'école extraordinaire regroupant toutes les écoles de la commune s'est tenu le 4 juillet pour se prononcer également sur cette question. 4 des 5 établissements scolaires du Thor se sont déclarés favorables au retour à la semaine de 4 jours. Le dernier établissement a émis un avis partagé à hauteur de 50%. Suite à ces consultations, Monsieur le maire propose de demander une dérogation à l'organisation du temps scolaire sur une semaine de 4 jours auprès du directeur des services académiques de l'éducation nationale
d'Azen de Vaucluse. Monsieur le maire propose donc que le Conseil se prononce sur le rétablissement de la semaine de 4 jours dans toutes les écoles de la commune à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Agouguet, oui. Alors, en ces temps, les enfants auront connu 3 bouleversements de leur calendrier hebdomadaire. En 2010, avec le passage à la semaine de 4 jours, en 2014, avec la semaine des 9 demi-journées et l'instauration d'étapes, et aujourd'hui avec le retour de la semaine à 4 jours. Un petit qui serait rentré en maternelle en 2011 pourrait vraiment se poser la question de son intérêt chronobiologique dans tout cela. Sans compter qu'en la matière, on aura connu tous les discours d'experts et leur contraire en 40 ans. Et puis, puisque Christiane n'est plus là, pour nous le rappeler, et en son honneur, je vais vous le dire quand même, sans prétendre toutefois à son niveau d'érudition, c'est Raymond Barre, alors Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing en 1977, qui lançait la réflexion des rythmes scolaires. C'est donc pas nouveau. Bref, ceci mis à part, aujourd'hui on repasse à la semaine des 4 jours, une aubaine pour nos finances locales à défaut de l'intérêt de l'enfant. Aubaine, opportunité dont vous n'avez pas tardé de vous saisir. Espérons que malgré cette précipitation peu propice à la concertation, cette mesure fera le bonheur des parents qui l'ont souhaité et qu'ils auront le temps d'ici la rentrée d'adapter leur nouvel agenda professionnel. Mais l'abandon d'étape pose une autre question. Qu'en est-il des nombreux animateurs improvisés pour certains auto-entrepreneurs de manière opportune? Ces nombreuses personnes qui comptaient sans doute renouveler leur marché à la rentrée ont-elles été prévenues? Enfin, et tout cela est ma foi bien dérisoire, puisque vous nous proposez d'en délibérer alors que la demande de dérogation et la décision du DAZEN a déjà été prise et accordée en comité le 7 juillet dernier. Alors, avant de laisser la parole à Madame Biel, on pouvait s'abstenir de passer cette délibération au conseil municipal. On n'avait aucune obligation de le faire. Bon, on a estimé que c'était bien quand même qu'on puisse en débattre. Donc je pense que l'excès de démocratie ne doit pas être attaqué. C'est plutôt le manque de démocratie. Donc là, nous avons voulu pouvoir en débattre. Bon. Deuxièmement, en ce qui concerne la consultation et la discussion avec les parents d'élèves, elle a eu lieu totalement. On leur a laissé le temps, ça a été échangé, etc. Mais attendez, ils ont eu 8 jours pour répondre, une question très clairement posée. Le taux de participation est quand même important, plus de 70%, et là-dessus, plus de 80% ont répondu en donnant une position. Donc on ne peut pas dire que c'est partagé, qu'on peut hésiter, que le maire impose, etc. Moi, le fond de ma pensée, Véronique, c'est que je pense que c'est une erreur. Je pense que les TAP amenaient quelque chose de plus pour les enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est battu dès le mandat, le démarrage du mandat. On a eu 2 mois pour organiser ça, pour le faire de façon le plus professionnelle possible. Et tous les parents que j'ai rencontrés m'ont dit, écoutez, en ce qui concerne l'apport pédagogique, entre guillemets, qui a été apporté par les TAP, nous applaudissons. Ils ont appris le chant, ils ont appris la lecture, ils ont appris la capoeira, ils ont appris du tennis, etc. Et d'ailleurs, ils vont dans les associations. En revanche, nous contestons le fait que nos enfants soient amenés à se lever systématiquement tous les jours de la semaine, à la même heure, et ils sont fatigués. Voilà pourquoi nous votons pour un retour à la semaine. Alors, qui a raison, qui a tort? Vous l'avez dit d'ailleurs, tous les experts ont écrit des choses sont contraires, des ministres se sont gargarisés d'une chose, du contraire. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Toujours ce que je sais, c'est que les TAP ont apporté quelque chose aux enfants qui les ont suivis pendant 3 ans. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les parents souhaitent vraiment, et les enseignants, mais les parents souhaitent vraiment un retour à la semaine de 4 jours. Il faut savoir entendre un peu aussi ce que demandent les parents. Voilà. Donc, pardon. Est-ce que les animateurs d'étape ont été prévenus? Bien sûr. Ils ont été prévenus. Voilà, ils avaient des contrats courts, mais ils ont été prévenus en anticipation, puisque dès le début de la campagne électorale, il avait été dit il y aura un retour, la possibilité d'un retour, donc ils ont été prévenus en leur disant il y a un risque. Hein, donc, mais c'est vrai qu'on avait créé aussi une activité économique pour un certain nombre de ces personnes. Hein. C'est tout à fait vrai. Hein. Oui, je t'en prie.
D'autre part, il n'était pas sûr, même si les TAP avaient continué, d'être à nouveau sur notre ville, parce qu'on leur avait demandé surtout de travailler l'initiation. On ne voulait pas être une concurrence avec les clubs et les associations. Donc il y en avait certains qui avaient qui étaient déjà restés 2 ans, 3 ans, et qui savaient qu'il fallait qu'ils partent. Donc, et d'autre part, les contrats étant courts, on les avait déjà prévenus. Donc, je crois que, bon, c'est sûr qu'il y a un tout petit peu de casse, mais pas tant que ça. Voilà. Bon, donc je vous propose en délibéré de mettre un avis favorable à la demande de dérogation du maire pour l'organisation du temps scolaire qui a été adressée au directeur des services académiques de l'Éducation nationale pour un retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2017 et 2018 et d'autoriser le maire à prendre les actes nécessaires à cette mise en place. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 2 abstentions adoptées à la majorité. Stéphane Mathieu, c'est le dossier suivant, la création de postes de vacataires pour l'espace jeunesse année scolaire 2017-2018. Merci Stéphane. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pendant l'année scolaire, le service jeunesse de la commune propose un programme d'activités sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse City Bio. Ces activités peuvent être assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et pour lesquels la commune propose un contrat de travail. Le caractère ponctuel de ces emplois ainsi que la spécificité de la formation requise ne permettant pas de recruter ces personnes sur un statut d'agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa durée. Conformément au décret numéro 88-185 du 15 février 88, les personnes recrutées dans ces conditions sont considérées comme des participants occasionnels à l'action publique et soumis au statut de vacataire. Il convient donc à la fois de créer ces postes et de fixer le montant des vacations correspondant aux différentes activités. Pour l'année scolaire 2017-2018, 2 activités sous forme d'ateliers sont proposées. Donc 2 vacataires, l'atelier fitness, initiation et perfectionnement, et l'atelier théâtre, initiation et découverte des différentes techniques théâtrales. Pour chaque atelier, la vacation est de 1h30 et s'élève à 30 €. Bon, comme d'habitude, c'est la même chose pour chaque année, hormis les vacations qui changent et surtout les ateliers qui sont différents d'une année sur l'autre. Voilà. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions sur ce point? Non. Donc je vous propose de mettre en place 2 ateliers pour les jeunes inscrits auprès de l'espace jeunesse City Bio, un atelier fitness hebdomadaire et un atelier théâtre hebdomadaire, plus ateliers supplémentaires chaque mois. Ces 2 activités auront lieu entre le 12 septembre et le 29 juin, 12 septembre 2017 et 29 juin 2018, et de décider la création de 2 postes de vacataires afin d'assurer l'encadrement ponctuel de ces ateliers, rémunérés selon le tarif de 30 € pour une séance d'1h30 chacune, et dit que les crédits nécessaires sont bien inscrits au budget de l'exercice 2017 et seront également inscrits au budget de l'exercice 2018. Donc y a-t-il des oppositions, abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Stéphane, tu continues avec la création du Conseil municipal des jeunes. Merci. Alors, dans le cadre de la politique en faveur de la jeunesse, la municipalité a décidé de créer un conseil municipal des jeunes, CMJ, pour la prochaine rentrée scolaire. Ce conseil sera composé des collégiens du Thor, âgés de 11 à 15 ans, membres de ce conseil sur la base du volontariat. L'objectif de ce conseil est d'offrir à ces jeunes collégiens la possibilité de proposer des actions en faveur de leur commune. La gestion et l'animation de ce CMJ sera assurée par le service jeunesse municipal. L'animation sera confiée à un jeune recruté à compter de septembre 2017 dans le cadre d'un service civique, pour une durée de 10 mois maximum. Plusieurs points. L'objectif du projet: sensibiliser et encourager les jeunes de la ville à s'engager dans la vie et l'organisation de leur commune, créer une passerelle entre la jeunesse autoroise, les services municipaux et les élus, mettre en œuvre un groupe de jeunes capables de faire des propositions et d'avoir un rôle consultatif pour des projets concernant la jeunesse. Deuxième point, début du projet. La mise en place du CMJ est prévue pour octobre 2017. La composition de ce conseil municipal des jeunes se fera sur la base du volontariat, donc pas d'élection. Le conseil municipal pourra compter au maximum 30 jeunes, représentant si possible les classes de la 6e à la 3e. L'encadrement sera fait
entre autres par les élus. Le conseil municipal des jeunes était placé sous l'autorité de monsieur le maire et par délégation celle de monsieur l'adjoint délégué à la jeunesse et au sport. L'encadrement administratif sera assuré par le directeur de la jeunesse et du sport, suppléé par madame la directrice de l'espace jeunesse sur le suivi des missions administratives suivantes: la préparation des séances, la mise en place de l'ordre du jour, la convocation aux séances. L'animation quotidienne sera confiée à un jeune recruté à compter de septembre 2017 dans le cadre toujours du service civique pour une durée de 10 mois maximum. Je l'ai cité tout à l'heure, on l'a déjà voté le mois dernier. Le rôle du CMJ, le Conseil municipal des jeunes, réfléchira aux actions et projets éventuels à mettre en place portant sur le développement de la citoyenneté, mais aussi sur un ensemble de projets qui peut toucher tout public, qu'ils soient initiés ou non dans le cadre des commissions enfance-jeunesse. À l'issue de chaque séance, une note de synthèse sera diffusée afin de recueillir les propositions du Conseil municipal des jeunes. En ce qui concerne les finances, il est précisé que les crédits sont inscrits au chapitre 11 du budget primitif de 2017, au titre du budget de fonctionnement du Conseil municipal des jeunes, et ce afin de sensibiliser les jeunes à la gestion des finances publiques. Ce budget sera affecté à des actions ponctuelles et de publication, communication des propositions des jeunes au sein du collège, organisation des réunions d'information auprès des élèves, organisation d'une journée ou d'une demi-journée du séminaire sur le rôle de la jeunesse au sein de la commune. En ce qui concerne les prévisions, ce projet a pour ambition de sensibiliser la jeunesse aux actions municipales et au rôle de chacun au sein de la communauté. Il aspire également à créer une dynamique au sein de la jeunesse tauroise qui pourrait contribuer à fournir des propositions dans le cadre des actions municipales en faveur de la jeunesse. Le Conseil municipal des jeunes se réunira au minimum, une fois par mois dans les locaux de l'espace jeunesse et si besoin dans la salle du Conseil municipal de la mairie. Monsieur le maire demande au Conseil municipal de l'autoriser à créer un Conseil municipal des jeunes à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, madame Agoguet. Oui, je ne le retrouve plus dans le texte, mais si par bonheur il y en avait plus de 30 des volontaires, parce que c'est ça, hein, c'est 30 volontaires, comment ils seraient nommés? Question. Ah, par ordre d'inscription? D'arrivée, oui. Après, s'il y en a 30, c'est bien déjà. Oui. Vous êtes optimiste, c'est bien. Je vous propose d'approuver le projet de création du Conseil municipal des jeunes et d'autoriser le maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à sa mise en place et à son fonctionnement, et de dire que les crédits sont bien inscrits au budget 2017 pour assurer le bon fonctionnement de ce Conseil municipal des jeunes. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci pour eux. Le dossier suivant, c'est Roland Tavernari qui nous le commente, traite de la convention pluriannuelle, son renouvellement, avec l'association Les Jardins familiaux du Thor, pour la mise à disposition d'un terrain. Roland, tu as la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. En fonctionnement depuis 2010, l'association des Jardins familiaux thaurois, AJFT, comptait 50 adhérents en 2016. Tout en cultivant leurs parcelles, les jardiniers participaient aussi à des travaux collectifs, nettoyage, débroussaillage, montage de cabanons, gestion des espaces, compost et fumier. La commune souhaite continuer à encourager le maintien des jardins familiaux et propose de renouveler la convention de mise à disposition du terrain de 5000 m² environ, situé dans le quartier du Bourdis, en bordure de Sorgue, pour la production non commerciale de légumes et fruits. J'ajoute bio. L'association conservera la prise en charge de l'ensemble des travaux de préparation du sol et des aménagements nécessaires à la constitution de nouvelles parcelles ou au maintien de celles existantes. De même, elle devra assumer la gestion des demandes, sera responsable du fonctionnement des jardins, de la propreté des lieux et de l'animation de l'espace. L'attribution des jardins sera toujours faite par l'association en concertation avec le Centre communal d'action sociale. La convention jointe en annexe à la délibération précise les engagements et les rôles de la commune et de l'association. J'ajoute un point au 6 juillet 2017. Sur les 43 parcelles créées, 40 sont actuellement attribuées à des jardiniers habitant sur tous le Thor, suivant le statut. Il n'y a non pas de liste d'attente pour le moment. Sur les 12 derniers mois, nous avons noté le départ de 3 familles et l'arrivée de 7 nouvelles familles. La cotisation annuelle est depuis le début de 50 €. Monsieur le maire propose de l'approuver
La convention jointe à l'annexe de la délibération précise les engagements et les renoncements, je vous l'ai déjà dit. Monsieur le maire propose de l'approuver et demande au Conseil de l'autoriser à signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci pour votre écoute. Merci Roland. Je trouve qu'on aurait pu rajouter quand même pour la production, on a dit de légumes et de fruits, mais on aurait pu dire de fleurs. Par exemple, de lavande. Ça aurait été bien, je trouve. C'est Là, ça qui est c'est fourni. comme si on leur interdisait de planter des lavandes. Hein, ce ne serait pas normal. Bon. Y a-t-il des questions? Quelle ironie. Madame Agoguet, une question? J'ai dit quelle ironie. Non, c'est de l'humour. C'est de Ouais, c'est l'humour. l'humour. Mais c'est vrai, il y en a qui plantent des fleurs d'ailleurs. C'est Ouais. très beau. Hein. Je trouve que c'est bien. Hein. Bon. Heureusement. Très bien. Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention qui est jointe en annexe à la délibération entre la mairie et l'association Les Jardins Familiaux Taurois pour la mise en place d'un terrain communal et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci pour eux, adopté à l'unanimité. Marie-Hélène traite du dossier suivant, qui est la convention pluriannuelle avec l'association Bouquinotor et la mise à disposition d'un local communal. Merci. L'association Bouquinotor gère depuis maintenant plusieurs années la bibliothèque du Thor. Elle contribue à son développement, sa gestion et à son animation. Elle occupait jusqu'en juin 2017, conformément à la dernière convention, le bâtiment communal situé sur le cours Gambetta, accolé à l'école de la Passerelle. Ce bâtiment va faire l'objet d'une rénovation et restructuration pour accueillir le futur CCAS. Depuis, la bibliothèque a donc été installée au rez-de-chaussée de l'immeuble Le Florilège. Ce nouvel emplacement, situé en centre-ville, offre une plus grande visibilité et accessibilité avec un parking devant le bâtiment. La commune a accompagné ce transfert au Florilège et a doté le lieu de nouveaux rayonnages adaptés. Une nouvelle convention de mise à disposition de locaux et matériels doit donc être signée par l'association Bouquinotor et la commune afin de définir les modalités d'occupation et les engagements et obligations de chacune des parties. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette nouvelle convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je propose la délibération d'approuver les termes de la convention entre la commune du Thor et l'association Bouquinotor pour la mise à disposition d'un bâtiment communal et de matériel dédié et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. Le dossier suivant, normalement, devrait être rapporté par Elisabeth Pereira, mais étant donné que nous avons une praticienne de la danse avec le Black Wolf, qui est donc Hélène Mérigot, nous lui confions la présentation de ce dossier. Merci. Ce sera très rapide. Donc, une demande de subvention de fonctionnement par l'association Black Wolf, qui est donc l'association de danse country. Montant forfaitaire maximum de la subvention de fonctionnement est de 250 €, ce que nous le verserons si vous en êtes d'accord. Ça convient, toi qui es référent de cette association, Elisabeth? Oui, c'est bien. Ça suffit comme présentation, c'est bien? Largement. D'accord. Bon. Y a-t-il des questions sur cette délibération très simple? Donc, je propose d'attribuer à l'association Black Wolf une subvention de fonctionnement de 250 € pour l'année 2017. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien. Donc, nous arrivons à l'issue de ce conseil municipal. 20 heures n'ayant pas encore sonné, André Morla peut aller dîner tranquillement. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas de conseil municipal au mois d'août. En revanche, il y a des festivités. Donc, je vous invite tous à y participer. Et le prochain conseil municipal est c'est noté, le 19 septembre. Voilà, en espérant que nous passions tous un été calme et tranquille. Merci à chacun. Et n'oubliez pas de signer. Voilà.